À la une de l'actualité de cette journée, la crise ne s'estompe pas à la Poste Burkina Faso. Entre le directeur général et le syndicat, les travailleurs c'est toujours le bras de fer. Le SYNAPROS exige toujours le départ de Nabi Issa Coulibaly. Il s'en est expliqué face à la presse ce matin. Un séminaire international pour faire le point sur une année de coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. La rencontre devra permettre d'évaluer l'impact socio-économique et scientifique de la reprise le 26 mai 2018 des relations diplomatiques entre les deux pays. Côté burkinabé, on se réjouit d'ores et déjà des échanges commerciaux. Une nouvelle évangélisation pour le développement des populations de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que propose l'Église catholique de la sous-région. Les évêques de la conférence épiscopale sont en conclave à Ouagadougou. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le mouvement d'humeur à la une depuis quelques jours. Les travailleurs de la Poste Burkina Faso sont en sit-in, quelque peu violent, avec l'expulsion du directeur général des locaux. Une attitude qui fait polémique au sein de l'opinion entre les travailleurs et les partisans du directeur général Nabi Issa Coulibaly. C'est la guerre de la communication qui est ouverte. Ce matin, le SYNAPROS, le syndicat des travailleurs donc de la Poste, était face à la presse pour livrer sa part de vérité. Rémi Lambé-Nébié. Il y a d'abord cette mise au point à l'entame de la conférence de presse. Le DG de la Poste a toujours été nommé en Conseil des ministres. Il n'y a jamais eu d'appel à candidature, donc ce n'est pas décret présidentiel qui l'est nommé, pris en Conseil des ministres. Ensuite, le SYNAPROS, le syndicat national des travailleurs de la Poste, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour mettre à nu la gestion financière de l'actuel directeur général de la Poste Burkina. Après sa prise de fonction, il a laissé les deux véhicules en très bon état à sa disposition pour engager des dépenses inutiles afin de s'octroyer un nouveau véhicule acquis sur crédit bail qu'il juge à sa taille, dont la dotation en carburant est de l'ordre de 110 litres par semaine à la pompe de l'entreprise. Crédit de transport mensuel et Tomcard. Selon le SYNAPROS, le directeur général bénéficie d'avantages exorbitants. Au-delà de ces avantages, c'est le salaire du directeur général que le syndicat considère comme injustifié. Pour le SYNAPROS, le directeur général tente de tromper l'opinion publique par ses qualités de bon gestionnaire. Pourtant, il se révèle être la censure de la société. 300 millions de francs CFA auraient été dépensés pour le changement de visuel. Nous sommes convaincus, nous restons convaincus que ce que nous allons engranger après ne peut pas atteindre les dixièmes de ce qu'on a investi. Si on avait injecté cet argent pour créer de nouveaux produits, ou bien pour relancer des produits qui ne sont pas connus, on pouvait envisager un retour sur investissement. Mais dans ce cas, ce n'est pas évident. Le directeur général traînerait également des bons de caisse non régularisés. À ce propos, le SYNAPROS invite l'ASE-LC à vérifier les comptes auprès de l'inspection générale des services de la dite société. Mais la question qui demeure, c'est pourquoi maintenant la dénonciation de cette soi-disant gabegie par le syndicat. Je vous ai dit que nous, on préférait laver les linges sales en famille. Et comme c'est une guerre de communication, et on tente de mettre l'opinion sur notre dos, c'est pourquoi nous faisons ces révélations-là aussi à l'opinion, qu'elle comprenne que nous travaillons à sauver une entreprise, nous travaillons à sauver le Burkina. Et si les gouvernants veulent sacrifier plus de 1120 familles pour sauver un individu, je crois que des gens auront à répondre devant l'histoire. Le SYNAPROS campe sur sa position. L'actuel directeur général doit partir. Selon certaines indiscrétions sur place, ce départ leur avait été promis au bout de 6 mois lors des négociations pour juguler la première crise qui a secoué la Poste Burkina en 2018.
Le sujet intéresse l'opposition politique. Elle accuse plutôt le pouvoir en place de politiser les postes de direction tout en condamnant l'expulsion du directeur général. Le chef de file de l'opposition politique s'est aussi penché ce mardi sur la relance du dialogue politique avec le président du Faso, Roméo Koïta. C'était le mercredi 8 mai dernier. Sur cette vidéo amateur, des agents de la Sonapost expulsent leur directeur général des locaux de l'entreprise. La scène qui a fait le tour des réseaux sociaux a indigné plus d'un. Cette attitude des agents de la Poste est vigoureusement condamnée par l'opposition politique qui y voit un acte d'incivisme et de défiance de l'autorité de l'État. Pour le CEFOP, le responsable de cette situation n'est autre que le gouvernement qui ne fait pas preuve de fermeté dans ses prises de décision et d'exemplarité dans sa gouvernance. Le gouvernement est lui-même à l'origine de ces situations parce qu'il a politisé à outrance les postes de direction. Le pouvoir du MPP cultive l'amicalisme et le népotisme et excelle dans le parachutage à la tête des institutions et des sociétés d'État jugées juteuses, de copains et de parents qui n'ont pas toujours le profil professionnel requis. C'est cette manière de gouverner qui alimente parfois les frustrations et les révoltes. Condamnation également dans l'affaire déclassement de la forêt de Kua pour la construction d'un centre hospitalier universitaire. Au regard des menaces liées au changement climatique et la dégradation continue de l'environnement, l'opposition s'insurge contre cette décision du conseil municipal de Bobo-Dioulasso de déclasser 16 hectares pour l'implantation de cet hôpital. Cette forêt, classée depuis 1936, est en elle-même un trésor, en plus d'être une pharmacie naturelle. Manque-t-il dans toute la cité de Sia un lieu pour construire l'hôpital? Que se cache-t-il derrière l'obstination du maire et du gouvernement à construire le CHU dans cette forêt de Kua, malgré la forte opposition des citoyens? Le mieux pour le CEFOP serait de trouver un autre site pour y construire l'hôpital. À propos du dialogue politique entre gouvernement et opposition, les choses semblent progressivement rentrer dans l'ordre. Suite aux conditions posées par Jean-Hubert Bazier et ses camarades, le président du Faso a accepté le principe du comité préparatoire. Un comité composé de 4 membres repartis paritairement entre opposition et majorité et présidé par le ministre d'État Simeon Sawadogo. Sa mission est de proposer une feuille de route pour la mise en œuvre du dialogue. Hôtellerie, tourisme, mines, agriculture, c'est presque tous les secteurs clés du développement qui ont du plomb dans l'aile à cause du terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'impact est visible sur l'économie des pays du G5 Sahel. Terrorisme, quel impact économique dans les pays du Sahel? C'est l'Institut Free Afrique qui pose la question avec des chiffres à l'appui. C'est dans le cadre d'une étude réalisée dans les 5 pays. Abdourazak Traoré. Ils sont tous experts, chercheurs ou socio-économistes de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont une histoire commune, leurs différents pays croulent sous le poids de l'hydre terroriste. Ils sont du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso. En plein air devant un parterre d'invités, ils livrent une partie du fruit de leurs recherches entamées depuis presque un an et qui s'achèvent dans quelques mois. Quel impact économique du terrorisme dans les pays du Sahel? Au Mali, à cause de la situation sécuritaire, les dépenses militaires constituent la priorité de l'État au détriment des secteurs vitaux comme l'éducation et la santé. Les dépenses budgétaires allouées à la défense sont passées du 5e poste au 1er poste en 2017. On a 16% contre à la limite 6%. Vous voyez, il y a 10 points de pourcentage de différence entre les deux en 2016. Donc il y a vraiment un gros gap entre les dépenses militaires et les dépenses allouées aux services sociaux de base. Les réalités sont presque similaires dans les autres pays avec quelques différences. Au Mali, par exemple, l'agriculture au centre du pays est hypothéquée cette année. Aucun paysan n'est sûr d'aller au champ et y revenir vivant. Pendant ce temps, au Burkina Faso, c'est le tourisme et l'hôtellerie qui font les frais des attaques terroristes. 93% des enquêtés d'une étude menée par l'Institut Free Afrique
affirme avoir enregistré des baisses de recettes. Un touriste ne dépense pas seulement pour la chambre d'hôtel, mais aussi dans la restauration, les achats d'artisanat, la location des véhicules. Donc, si la tendance, s'il n'y avait pas eu un ralentissement dans les nombres d'arrivées de touristes en 2016 et 2017, le Burkina Faso aurait eu 39 000 touristes en plus pour une dépense totale de 3,9 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, l'autre secteur touché par le phénomène, c'est bien le domaine minier. Les sociétés font face à des dépenses supplémentaires dans la sécurité et l'assurance. En plus, il n'y a plus de prospection à cause de la situation sécuritaire dégradée. La prospection, c'est elle qui crée les mines de demain. Donc, les miniers, quand on parle avec eux, ils nous indiquent très clairement qu'il n'y a pas d'effet net aujourd'hui sur la production, mais il est clair que dans les années à venir, on va avoir une production qui va baisser, en tout cas comparativement à ce qu'elle aurait pu être. Et quand on regarde la production artisanale d'or, elle a baissé vraiment de façon importante. On peut penser que c'est lié au terrorisme, mais on ne sait pas si elle a vraiment baissé ou si c'est la fraude qui fait qu'elle a baissé. Fait majeur évoqué par les chercheurs, la multiplicité des acteurs sur le terrain. G5 Sahel, forces armées nationales, militaires français, américains et chinois. Il y a nécessité d'organiser les champs de bataille. Donc, tant que l'État, de façon centrale, ne va pas jouer un rôle de coordination, pour moi, ça ne va pas marcher. Parce que la présence de tous ces acteurs-là n'a pas fait en sorte que les attaques et les attentats baissent. La preuve, c'est passé de moins de 100 attentats et attaques à presque 4500 attentats en 2018. Ça, c'est en 2008 et 2018. Donc, ça fait que la multiplicité des acteurs n'est pas encore arrivée à mettre fin au terrorisme, à l'extrémisme violent. Les chercheurs ont insisté sur la nécessité pour les États de maximiser dans le développement local. Et en urgence, ils devraient tous développer une grande capacité de résilience vis-à-vis des déplacés engendrés par les attaques terroristes. Et dans ce contexte où la lutte militaire semble peu efficace, les attaques se multipliant dans les pays du Sahel, malgré la présence des forces nationales et étrangères, une question légitime se pose de plus en plus. Faut-il, oui ou non, négocier avec les terroristes? Question posée aux chercheurs mauritaniens ayant participé à l'étude de Free Afrique. Je vous propose de suivre sa réaction. Personnellement, je suis ouvert pour la négociation si ça peut arriver à éteindre cet incendie qui s'est déclaré chez nous depuis déjà une décennie. Je crois qu'on fait ce que font tous les autres. Les Américains négocient avec les talibans, les Français négocient avec le Hezbollah, ils négocient avec les gens en Syrie et tout ça. Pourquoi nous, on ne négocie pas avec nos fils? Ils sont devenus nos fils depuis qu'il n'y a plus les gens de l'Afrique du Nord. C'est dans ce contexte sous-régional marqué par les défis sécuritaires et de développement que se tient à Ouagadougou l'assemblée plénière de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre débutée ce mardi devra aboutir à des résolutions fermes pour l'épanouissement des populations de la zone CEDEAO. Luc Pabelgem. Cardinaux, archevêques et évêques des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest sont réunis à Ouagadougou pour la 3e assemblée de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l'Église Famille de Dieu en Afrique de l'Ouest est le thème qui va guider les débats au cours de cette assemblée plénière. Comment l'Église Famille de Dieu en Afrique occidentale pourrait-elle contribuer à éradiquer ces maux qui minent nos sociétés? Et comment promouvoir un développement intégral qui prenne en compte la personne humaine et sa dignité. C'est là justement qu'éclate avec évidence la pertinence du thème de la présente assemblée plénière de la RECAO-CERAO. Face à ce défi thématisé, les pasteurs de l'Église Famille de Dieu restent pleinement conscients qu'ils ne sauraient les relever que grâce à une solidarité pastorale organique fortement recommandée par l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa.
L'Église catholique de l'Afrique de l'Ouest se réunit à Ouagadougou au moment où le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes visant de plus en plus des symboles religieux comme les assassinats récents de pasteurs, de prêtres et de fidèles chrétiens. Ces attaques qui visent à ébranler la cohésion sociale ne sauraient prospérer tant que les populations de la sous-région seront unies dans la prière. Je reste convaincu, comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. Ecclesia in Africa au numéro 54. C'est pourquoi je souhaite ardemment que la terre du Burkina soit fertile à nos réflexions afin qu'elle puisse donner des fruits qui permettront un renouvellement de notre humanité et cela à travers la définition des moyens par lesquels nous travaillerons à renforcer la cohésion sociale parmi les populations de l'Afrique de l'Ouest. Autour du thème central vont s'ajouter des sous-thèmes en lien avec la jeunesse, les problèmes sociaux et le développement humain intégral. L'Assemblée générale plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest se tient du 13 au 20 mai à Ouagadougou. Présent à cette rencontre des évêques d'Afrique de l'Ouest, le Bénin lance une campagne médiatique pour le retour des touristes dans la Pendjari suite à la libération des 2 otages français enlevés alors qu'ils faisaient du safari dans ce parc national du nord-ouest du pays. Des voix françaises s'étaient levées pour mettre en garde contre la destination touristique vers la Pendjari, une façon donc pour les autorités béninoises de contrecarrer les velléités de destruction de l'image de ce parc mythique. Au Bénin, le gouvernement n'a pas tardé à reprendre la main après l'enlèvement et la libération de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide dans le parc de la Pendjari. Alors que les professionnels du tourisme s'interrogent sur l'impact de cet événement sur leur activité, une réunion de sécurisation s'est tenue lundi à Cotonou en présence des autorités militaires. Le ministre du Tourisme a tenu à rassurer. On le sait, il n'y a pas de dispositif fiable à 100% tout le temps. Il faut toujours s'adapter et nous nous inspirons de ce qui s'est passé pour améliorer le dispositif sécuritaire ici et permettre à tous ceux qui veulent visiter ce parc d'y venir, d'y séjourner en toute sécurité, en toute sérénité. Sur les réseaux sociaux, l'annonce par la France du classement de la Pendjari en zone rouge a déclenché la colère des Béninois. Tous les endroits du monde sont risqués. Les 2 ex-otages français ne sont pas plus en sécurité en France avec les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, pouvait-on lire sur Facebook. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie béninoise. Depuis 2017, la fréquentation du parc de la Pendjari était repartie à la hausse avec une moyenne de 7000 visiteurs par an. Le 26 mai prochain, le Burkina Faso et la République populaire de Chine vont célébrer leur amitié retrouvée. Cela fera en effet 1 an que les 2 pays ont repris leur coopération. Et pour ce premier anniversaire, plusieurs activités, dont un séminaire international, sont annoncées pour faire le point de cette reprise. Luc Pabelgem. Ce séminaire marque le départ des activités entrant dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du rétablissement des relations Chine-Burkina Faso et par la même occasion sur la coopération bilatérale et sino-burkinabé. Dans 12 jours, soit le 26 mai 2019, cela fera 1 an que le ministre des Affaires étrangères burkinabé et son homologue chinois procédaient à la signature qui marquait le rétablissement des relations entre les 2 pays. Cet anniversaire, les 2 nouveaux amis ont choisi de le marquer par la réflexion en confiant l'organisation du séminaire à l'université Ouagadougou. Il s'agira pour les peuples africains et chinois de travailler main dans la main pour construire une communauté de destin, développer des partenariats, renforcer l'amitié et explorer une nouvelle voie de développement des nations fondée sur le respect mutuel, l'équité, la justice et surtout la coopération gagnant-gagnant. En 1 an de reprise des relations, les chiffres sont éloquents. Les échanges commerciaux se sont accrus et se chiffrent en milliards de francs CFA. Si la Chine est passée de pays pauvres à pays industrialisés, elle est prête à partager son expérience avec des pays en voie de développement comme le Burkina Faso. La coopération économique et commerciale est en plein essor. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
en 2018. Les échanges commerciaux sino-burkinabés ont atteint 318 millions de dollars, soit une hausse de 56%. Pour ce qui est uniquement de l'exportation des produits burkinabés vers le marché chinois, elle est en hausse de 365%, soit plus de 100 millions de dollars. En outre, beaucoup de projets dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, la culture, l'énergie, l'infrastructure sont réalisés ou en cours d'être réalisés ou bien en phase de discussion. Les relations Chine-Afrique, enjeux diplomatie et politique, l'Afrique et la nouvelle route de la soie, défis et opportunités. Et une année après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, quel bilan, quelle perspective? Voici les 3 thèmes au menu des échanges. C'est une amitié construite sur la base de la souveraineté, sur la base de l'abstention d'ingérence dans les affaires internes, sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant, comme le parolier a le rappelé ici tout de suite. Ce séminaire doit nous permettre de dégager les pistes de réflexion afin de densifier la coopération. Société civile, communauté universitaire, chercheurs et décideurs politiques participent à ce séminaire entre la République populaire de Chine qui a 70 ans et le Burkina Faso qui fête le centenaire de son existence en 2019. Et ce n'est pas parce que le Burkina Faso bénéficie de l'appui de la République populaire de Chine dans le domaine de l'agriculture qu'Agroserve Industrie va baisser les bras. La société poursuit ses activités d'information et de sensibilisation des producteurs. Pour la saison humide 2019-2020, les capacités des paysans sont renforcées à Bobo-Dioulasso sur les bonnes pratiques en matière de production de maïs. Majid Bakouan, Sotuo, Justin Dabiré. Spécialisé dans la transformation de maïs en semoule, de maïs grise, farine et son, Agroserve Industrie fait face aujourd'hui à la question de la qualité de la matière première. C'est pourquoi elle a créé un réseau de producteurs de maïs pour promouvoir le respect de bonnes pratiques agricoles dans le monde rural. Ces producteurs du réseau Agroserve venus des cascades, la boucle du Moun et des hauts bassins sont sensibilisés ici à Bobo-Dioulasso sur le respect des itinéraires techniques et de bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre pour nous de la sensibilisation des producteurs sur des questions qui sont importantes pour nous au niveau de la transformation. Parce que nous nous sommes vite rendus compte qu'il ne suffisait pas d'avoir une industrie de très bonne qualité, mais il fallait aussi aller en amont pour sensibiliser les producteurs afin d'avoir de la matière première, qui est le maïs de très bonne qualité. La saison 2018-2019 a connu une situation difficile avec des rejets très élevés d'aflatoxine, qui est une maladie qui rend toxique le maïs. Au cours de ces 2 journées de sensibilisation, les producteurs ont appris de bonnes méthodes pour lutter contre cette maladie. Les producteurs vont être sensibilisés sur les questions d'aflatoxine parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'aflatoxine. Le maïs peut être de bonne qualité visuelle, mais en réalité, elle est attaquée par des moisissures depuis les champs, mais aussi qu'on appelle pendant la conservation. Et ces moisissures vont sécréter ce qu'on appelle des toxines, c'est ça qui est l'aflatoxine. Et ces toxines-là, comme le nom, c'est toxique pour la santé humaine. Et comme le maïs, c'est pour consommer, c'est pour les ménages, c'est pour des industries de transformation qui vont aller faire une autre transformation secondaire de nos produits, de notre produit fini. Donc il faut que le producteur soit sensibilisé sur ces questions-là, de telle sorte qu'à la fin, Agroserve ait la bonne qualité de matière première. Lassina Sanou est un producteur de maïs à Niamadougou dans les hauts bassins. Pour lui, cette formation sera bénéfique aux producteurs des 3 régions concernées. Ils pourront améliorer leur production et avoir de bien meilleures récoltes que celles de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé cette formation. Depuis l'année passée, on a commencé à travailler avec Agroserve. On avait demandé aux partenaires d'initier une formation pour nous, pour un bon travail agricole du début jusqu'à la fin. Vraiment, cette formation sera bénéfique pour nous.
Ces journées de renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles dans le monde rural se sont tenues sous le thème « Respect des itinéraires techniques et des bonnes pratiques de récolte et post-récolte, facteur essentiel d'obtention de maïs de bonne qualité ». AgroServe Industrie a débuté ses activités en 2013 avec une capacité de transformation de 20 tonnes par jour. Aujourd'hui, la société a une capacité de transformation de 100 tonnes par jour. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BF1. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.